Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qu'on organise donc en partenariat avec la Factory du Cercle et Keslo Analytics. L'objectif donc de ce séminaire est de parler de quelque chose qui, d'après ce que j'ai compris, n'existe pas, à savoir la justice prédictive. Mais bon, ça je ne voudrais pas déflorer la suite de la discussion. Mais plus concrètement, l'idée était la suivante, c'est que, et d'ailleurs le cercle est extrêmement présent sur ce thème-là, c'est le Covid-19 a entraîné et va entraîner un grand nombre de contentieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cercle ainsi que le barreau de Paris se sont associés pour lancer la plateforme des tiers conciliateurs, donc qui était une initiative commune et partagée pour justement aider les personnes qui auraient des difficultés et qui auraient des contentieux de le régler avant d'aller au tribunal. C'est une première initiative qui a été lancée. La deuxième, c'est celle d'aujourd'hui avec la Factory, qui a pour objet de voir comment des outils et la technologie peuvent nous permettre de mieux appréhender le risque et de le provisionner et de voir comment le gérer de manière optimale. C'est l'objectif de l'atelier que nous allons avoir aujourd'hui. Et je vais donc laisser Jacques nous présenter l'ensemble des intervenants côté Keslo, ainsi que le déroulé de la séance telle qu'elle a été envisagée. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, tout à fait. Merci. Je voudrais déjà remercier pour commencer le Cercle de nous offrir l'opportunité de présenter notre technologie devant ses membres. Je remercie aussi vivement Antoine d'avoir accepté de participer à cet événement. Oui, donc comme on vient de vous le dire, alors ça va se composer en trois parties. D'abord, je vais présenter un petit peu notre technologie. Je vais essayer d'expliquer comment la modélisation du processus de décision judiciaire, qui est ce qu'on fait dans Question Analytics, permet de provisionner les risques et d'optimiser les stratégies pour les directions juridiques. Et je ferai une petite démonstration de concrètement comment ça marche pour que tout le monde sache vraiment de quoi on parle. Dans un deuxième temps, c'est Antoine qui nous exposera ses vues sur des sujets en relation avec la modélisation et ce que l'intelligence artificielle en général peut apporter aux directions juridiques. Et on a prévu un dernier temps où on pourra échanger avec vous. On espère que ce qu'on va vous présenter va susciter des réactions et des questions. Et donc, on prévoit un quart d'heure, 20 minutes à la fin pour échanger. Voilà, je vais m'excuser, juste une chose, j'ai oublié de dire dans la présentation, et c'est de ma faute, c'est que pour assurer la plus grande diffusion de nos échanges aujourd'hui et les partager, ce webinaire est enregistré. Voilà, donc je voulais en informer que tous les participants qui seraient enregistrés, il sera disponible, après il faudra qu'on voit selon quelle modalité, pendant une période raisonnable, conformément à la législation applicable. Mais voilà, donc je voulais quand même prévenir tout le monde que nous sommes enregistrés aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Jacques Léguibel, je suis le fondateur de Question Analytics. Et alors, je n'ai pas de compétences en droit, moi, je suis mathématicien. Et avant de créer Question Analytics, que j'ai créé donc, il y a environ 3 ans avec un ami magistrat qui s'appelle Jérôme Dupré, j'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans un institut de recherche publique qui s'appelle l'INRIA. Et ma spécialité en mathématiques, parce que les mathématiques comme le droit, c'est vaste, donc il y a différentes spécialités. La spécialité, c'est l'étude de phénomènes qu'on appelle essentiellement incertains. Voilà, donc ça signifie des phénomènes qui ont un aléa au cœur de leur nature, et non seulement l'aléa au cœur de leur nature, mais c'est aussi la condition de leur existence. Peut-être l'exemple le plus simple qu'on peut donner, que tout le monde comprend, c'est celui des marchés financiers. La variation de l'actif, de la valeur d'un actif, d'une action en bourse, n'est pas prévisible. En fait, si on pouvait prédire où serait le prix d'une action ou du CAC 40 demain, en fait, essentiellement, il n'y aurait plus de marché financier. Parce que si à un moment, quelqu'un décide de vendre une action, c'est parce qu'il pense que son prix va baisser. Et si quelqu'un d'autre l'achète, pour qu'il la vende, il faut que quelqu'un l'achète. Donc, la personne qui l'achète pense au contraire qu'elle va monter. Si on savait avec certitude où le prix de l'action serait, mettons, demain ou la semaine prochaine, il y aurait une des deux parties qui n'aurait pas intérêt à procéder à la transaction et du coup, il n'y aurait pas de marché financier. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'un phénomène où l'aléa non seulement est là, mais il est la condition même de l'existence. Voilà, on voit, si on réfléchit un petit peu, qu'en droit, c'est en partie la même chose.
ce n'est pas le cas de tout le temps, hein, mais dans bon nombre de litiges, les deux parties vont au tribunal parce que chacune est persuadée qu'elle va pouvoir faire valoir son point de vue et obtenir gain de cause. Voilà, si elle pouvait savoir à l'avance quelle est la décision qui va être prise par le magistrat, ben, au lieu de dépenser de l'argent avec un avocat, de passer du temps et d'espérer que le juge va leur donner raison, ben, il s'assirait au bord d'une table et il réglerait le litige directement. Voilà, donc le fait que les tribunaux fonctionnent, en bonne partie, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont dire à l'avance. Donc dans ce cadre-là, on voit que ça a été mentionné tout au début en introduction, effectivement que le concept de justice prédictive est particulièrement nébuleux parce qu'on essaye de prédire quelque chose qui, par essence, n'est pas prédictible, sinon il n'existerait pas. Ça va un petit peu plus loin que ça. Si on pense à la justice prédictive, en fait, on voit qu'il y a aussi des problèmes éthiques parce que si on considère que la machine pourrait prédire la décision, ce qui encore une fois n'existe pas, en fait, on voit que finalement, elle la prescrirait, la décision. On irait voir la machine et on lui dirait quelle est la décision. Et donc, avant qu'on ait le temps de dire ouf, on serait jugé par des machines. Voilà, donc ça, c'est vraiment un problème éthique important et c'est la source principale, moi, de ma volonté de créer Question Analytics. Je suis vraiment au courant de ces problèmes de prédiction par les machines, puisque j'ai travaillé par exemple avant dans le domaine financier, où si on fait trop confiance aux modèles mathématiques, on a des crises comme on a eu au début des années 2000 et puis en 2008. Donc il faut toujours contrôler un peu ce que fait le modèle mathématique. Et on sait comment le faire. Hein. Nous, les mathématiciens, on a déjà réfléchi à ça depuis longtemps. Maintenant, quand je dis qu'il faut faire attention au modèle mathématique, ce n'est pas un problème des mathématiciens. C'est un problème que quand on met ces modèles dans la société civile, si on ne met pas le mode d'emploi et surtout les limites, on peut arriver à des situations graves. Et en droit, ce sera encore pire qu'en finance. Voilà, donc j'ai expliqué ça pour dire d'une part que c'est vraiment pas du tout la justice prédictive, premièrement, et deuxièmement que c'est vraiment la jeunesse de Question Éthique, c'est comment est-ce qu'on peut fournir des outils éthiques fondés sur une modélisation mathématique qui ne vont pas entraîner des effets pervers comme sur la justice prédictive, mais qui vont au contraire vous aider ou aider les juristes en général à réduire l'aléa. Voilà, donc c'est une des sources de la création de Cashflow. Il y en a une autre qui est plus, on va dire, terre à terre. Il y a à peu près 10 ans, mes parents ont eu un litige avec leur copropriété sur un problème de troubles anormaux du voisinage. Et la procédure a duré à peu près 7 ans. Au bout de 5 ans, j'ai osé demander à notre avocat si on avait des chances de gagner. Et il m'a dit « Ah, mais monsieur, c'est du droit, on ne peut vraiment pas savoir. » Alors, étant donné que moi, mon métier, c'est de quantifier l'aléa dans des phénomènes aléatoires, comme la finance, par exemple, ou la médecine, ça m'a un petit peu, on va dire, irrité comme réponse. Et je me suis donné la mission de consacrer le reste de ma vie à lui prouver qu'il avait tort. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais j'ai voulu quand même voir ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc revenons à la modélisation. Quand on fait des mathématiques, une des leçons principales qu'on retient, c'est que avant d'essayer de résoudre un problème, il faut vérifier qu'on s'est posé la bonne question. Donc là, on voit que la bonne question, c'est pas est-ce qu'on peut prédire une décision de justice, parce que la justice est une activité éminemment humaine, il se passe des choses à l'audience, les avocats sont plus ou moins en forme, ils ont plus ou moins bien préparé leur dossier, le juge lui-même ne va pas être dans le même état d'esprit un lundi et un vendredi, ça tout le monde le sait, et donc il y a une part d'aléa qu'on ne pourra jamais réduire. Donc, la bonne question, ce n'est pas est-ce que je peux prédire, mais c'est plutôt l'objectif qu'on peut se fixer, c'est dire qu'il y a un aléa, ça veut pas dire que tout est totalement arbitraire. Hein, devant un dossier donné, les juges ne peuvent pas faire tout blanc ou tout noir. Il y a quand même des lois, des textes qui sont appliqués et une pratique jurisprudentielle. Donc, on va caractériser l'aléa. Donc, la bonne question, ça va être de ne pas prédire, mais est-ce qu'on peut décrire ce qu'on appelle la distribution de probabilité des issues possibles. Donc, par exemple, quand on travaille en finance, on ne va pas dire où sera le prix de l'action demain ou le niveau du CAC 40. On va dire aujourd'hui, le CAC 40 est à peu près à 5000. Demain, il pourrait être à telle valeur avec telle probabilité, etc. etc. En droit, c'est la même chose. On va dire avec le dossier que vous avez, on ne peut pas vous dire ce qui va se passer si vous allez à la Cour d'appel de Paris demain ou au tribunal judiciaire de Nantes, mais on peut vous dire l'ensemble des issues possibles, donc l'ensemble des décisions qui pourraient être prises par une juridiction et la probabilité de chacune de ces décisions. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle décrire l'aléa et ça fournit quand même des outils qui sont très utiles, par exemple pour provisionner son risque ou trouver quels sont les bons arguments dans un dossier donné. Voilà, donc je suis conscient que ça peut paraître un peu abstrait à ce stade, mais d'ici quelques minutes, je vais vous faire une démonstration et ça deviendra tout de suite beaucoup plus clair. Je dis juste un petit peu avant de comment est-ce qu'on fait ça pour ne pas apparaître trop mystérieux, parce que c'est un processus très simple et c'est le processus qu'on emploie en sciences dans tous les domaines depuis de nombreuses années.
Euh, alors, la première chose à voir, c'est qu'on ne va pas essayer de comprendre. Question éthique n'est pas là pour dire le droit. Hein. On retomberait dans les travers de la justice prédictive si on s'appuyait par exemple sur les textes de loi, etc., pour dire quelle doit être la décision ou quelles pourraient être les décisions. On regarde plutôt les choses de l'extérieur, hein, comme en finance, au lieu de regarder ce que fait chaque acteur ou quels sont les fondamentaux de l'économie, on regarde les cours de la bourse et on essaye de décrire la loi. Nous, on fait la même chose, on regarde le droit de l'extérieur et on ne va pas s'intéresser au texte de loi, on va regarder juste les manifestations extérieures du droit que sont les décisions qui sont prises par les magistrats, aussi bien en première instance qu'en appel ou voire en cassation. Donc, on regarde le droit de l'extérieur. En fait, ce n'est pas du tout nouveau en droit, hein, ce courant. Je remercie d'ailleurs Antoine, puisque c'est lui qui m'a pointé sur ces références. Ça s'inscrit complètement dans le courant du réalisme juridique. Ce qu'on fait, c'est que pour nous, le droit, c'est un objet compliqué. On l'observe de l'extérieur. On laisse aux juristes distinguer le soin d'analyser les textes, etc. Nous, on regarde juste les décisions. On va se fonder sur les décisions et sur leur analyse minutieuse pour essayer de quantifier les décisions possibles sur un nouveau dossier. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est, si on veut décrire notre activité en un mot, on va dire que question éthique, c'est un générateur de décisions. Il faut rentrer un dossier qui va être caractérisé suivant les domaines par entre 30 et 150 critères, donc une caractérisation vraiment très très fine de votre cas particulier, de votre cas d'espèce. Et la machine va générer, va simuler 100 décisions qui seraient toutes celles qui seraient prises dans la juridiction devant laquelle vous présentez. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple, c'est vraiment une procédure standard, on va dire, en sciences. On va commencer dans un premier temps par injecter une bonne dose d'intelligence juridique. On l'injecte comment? Alors, une fois qu'on a choisi un domaine, tout à l'heure, je vais vous faire peut-être une démonstration dans le domaine de la rupture brutale des relations commerciales établies, parce que c'est un des sujets les plus simples pour un non-juriste. Donc, je comprends à peu près de quoi je parle quand je fais des démos là-dessus. Et on a à peu près une trentaine de critères. Donc, une fois qu'on a choisi ce domaine, on va discuter en premier lieu avec des magistrats. Chez Questions éthiques, on a pas mal de relations avec des magistrats, puisqu'on fait en particulier, là, on intervient dans la formation continue des magistrats à l'ENM, à peu près 3 ou 4 fois par an. Et donc, ça nous permet d'avoir un bon vivier de magistrats avec qui on peut discuter. Mais on discute aussi avec des directions juridiques, des avocats, et on fait la liste de tous les critères sur lesquels se fondent les magistrats pour prendre une décision. Par exemple, pour une rupture brutale, évidemment, on va regarder la durée de la relation. Est-ce qu'il y a eu un investissement dédié? Est-ce qu'il y a eu une tacite reconduction, etc. Donc ça, c'est purement juridique et c'est purement humain. Dans un deuxième temps, on va analyser toute la jurisprudence qu'on peut trouver, essentiellement des arrêts d'appel sur ce domaine. Donc, par exemple, sur la rupture brutale, on a analysé la quasi-totalité des décisions qui ont été prises par la Cour d'appel de Paris depuis 2012, date à laquelle depuis laquelle elle est seule compétente pour connaître ces dossiers, c'est-à-dire à peu près 1300 dossiers. On les analyse à la lumière de ces critères. Donc, on construit une base de données. La troisième étape, elle est miroir un petit peu de la première étape. Dans la première étape, c'était purement de l'intelligence juridique. La troisième étape, c'est là qu'on fait de l'intelligence artificielle. On va enseigner à la machine à prendre des décisions en se fondant sur les critères et les analyses qu'on a fait dans les 2 premières étapes. C'est très similaire, tout le monde connaît les machines qui jouent au Go ou au poker et qui battent les humains. Donc, on a montré à la machine des milliers ou des millions de parties d'échecs ou de poker ou de Go. Elle a appris une stratégie. Une fois qu'elle a appris cette stratégie, elle va jouer une partie. Voilà, donc ce qui est fondamental de comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de faire des statistiques sur des décisions passées. Pour plein de raisons, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Il s'agit plutôt d'apprendre, comme la machine qui a appris à jouer au Go, au moment où elle fait une nouvelle partie, elle ne fait pas des statistiques sur des anciennes parties. Elle a appris une manière de jouer une stratégie. Nous, nos machines, elles ne se fondent pas sur des statistiques. Elles ont appris en regardant comment les magistrats prenaient leurs décisions dans le passé, la manière dont ils raisonnent, et elle reproduit ces raisonnements. C'est pour ça que notre machine va être capable de prendre des décisions virtuelles sur des dossiers, par exemple, qui n'ont jamais été présentés devant aucune cour. Parce qu'elles vont appliquer un raisonnement, comme un magistrat qui prend sa décision. Si vous lui présentez un dossier qu'il n'a jamais vu, il ne va pas dire « Ah, écoutez, je ne peux pas prendre de décision parce que je n'ai jamais vu ce dossier ». Il met en œuvre son raisonnement. Nos machines font exactement la même chose. Voilà. Quels sont les bénéfices que vous, en tant que direction juridique, vous pouvez tirer de cet outil? Il y en a plusieurs. Puisqu'on simule l'ensemble des issues possibles, vous pouvez, en fonction des critères, vous pouvez mesurer l'impact. Hein, comme c'est de l'intelligence artificielle, contrairement aux statistiques, on peut expliquer pourquoi tel élément du dossier a joué dans quel sens. Donc, dans un dossier de rupture brutale, par exemple, vous avez différents éléments et vous pouvez demander
est-ce que ce critère a joué en faveur ou pas de la condamnation? Est-ce que s'il y a une condamnation, est-ce que ça a joué en faveur d'un montant élevé de condamnation ou faible? Et donc, vous pouvez voir l'impact de ces critères. Et assez souvent, il y en a au moins un ou deux sur lesquels vous pouvez jouer. Et donc, vous pouvez changer ce critère et voir quel est l'impact sur la décision. Donc, c'est-à-dire que, en fait, question éthique, c'est un outil de justice simulative. D'ailleurs, c'est une expression qui a été proposée par Antoine. Voilà, vous pouvez simuler ce qui se passerait au procès. Vous faites des expériences, en fait. C'est un outil expérimental. La première fois que les juristes, peut-être, ont un outil expérimental en disant « Et si je présente ça devant le juge, qu'est-ce qui va se passer? Et si je présente ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Deuxièmement, évidemment, quand vous voyez les résultats, vous pouvez apprécier vos chances de succès et provisionner votre risque. Par exemple, Question éthique va vous dire, dans ce dossier, il y a 90% de chances que la Cour vous condamne à payer au maximum 37 000 €. Voilà, donc vous avez un outil pour provisionner vos risques. Évidemment, comme on a analysé la jurisprudence, c'est aussi un outil de recherche dans la jurisprudence qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent, puisque vous avez peut-être 30 ou 100 critères sur lesquels vous pouvez l'interroger. Et ensuite, vous pouvez regrouper tous ces éléments dans un rapport. Et avant de m'intéresser au droit, comme je l'ai dit, je faisais beaucoup de finance. Et donc, les outils que je développais, les directeurs administratifs et financiers les utilisaient en comité de direction pour présenter leurs chiffres. Avec Question Analytics, vous avez aussi, vous, les directeurs juridiques, un rapport quantitatif qui vous permet d'arriver avec des dossiers qui ressemblent un peu à ceux des DAF et d'argumenter de façon très quantitative les montants qui sont en jeu. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, je propose de passer maintenant à une démonstration. Et pour ça, je vais partager mon écran. Donc, si quelqu'un ne voit pas mon écran, surtout dites-le moi. Voilà. Donc là, normalement, vous avez l'écran d'accueil de Questleo Analytics. Et donc, on vous rappelle notre proposition de valeur. Donc, vous pouvez quantifier votre risque, voir quels sont les impacts des différents critères de votre dossier sur les décisions et consulter la jurisprudence associée. Voilà, on travaille à l'heure actuelle dans une quinzaine de domaines. En fait, j'ai oublié de le dire, mais je le mentionne rapidement, on développe deux produits complètement différents. Un pour l'évaluation du risque contentieux et un autre qui n'a rien à voir, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais j'en dis juste un mot, pour aider à les négociations de contrats et scorer des contrats. Donc, on dire est-ce qu'un contrat est plutôt risqué ou plutôt sûr. Donc, c'est une branche complètement différente de Question Ethics, mais qui peut intéresser les directions juridiques. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais vous l'expliquer après. Donc là, on va se concentrer simplement sur le risque contentieux. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle une requête. Donc, on appelle ça une requête, c'est-à-dire que vous allez présenter un dossier à la machine et elle va vous dire ce qui risque de se passer. Voilà, donc vous commencez par choisir votre domaine du droit. Voilà, donc on a par exemple des modules en droit boursier, en droit civil, droit commercial, droit de la famille, droit public, droit social et propriété intellectuelle. Voilà, donc si je regarde par exemple le droit commercial, là on a des modules sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la concurrence déloyale, les ententes, les franchises, etc. En tout, on a une quinzaine de modules et je voudrais signaler à ce stade que la plupart de ces modules ont été développés en collaboration avec des partenaires qui sont des experts du domaine. Ça peut être soit des cabinets d'avocats. Voilà, par exemple, les ententes, on l'a fait avec le cabinet d'Arroy, Ville et Maillot-Brochier. La contrefaçon de marque, on l'a fait avec le cabinet de Gaulle, Florence et Associés. Ça peut être aussi des directions juridiques. Donc, par exemple, on a développé un contentieux sur les marchés publics de travaux avec SNCF Réseau, dont je crois qu'il y a des personnes qui assistent aujourd'hui, donc je les salue. Mais on a aussi travaillé par exemple avec Ubisoft ou les chantiers de l'Atlantique, donc quelques directions juridiques. Ça peut être aussi avec des assureurs, etc. Donc la plupart de nos modules sont développés avec un spécialiste. Voilà, donc on va peut-être commencer par un exemple sur la rupture brutale pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Donc une fois qu'on a choisi son domaine, voilà, on va remplir un formulaire avec les fameux critères dont j'ai parlé au début, donc qui ont été définis ici, surtout avec des magistrats et une direction juridique. En général, les critères sont ventilés en 4 catégories. Où on est, donc dans quelle juridiction, l'objet du litige, donc on décrit un petit peu la problématique. Est-ce que c'est assez grand sur mon écran ou vous voulez que je fasse plus gros? C'est bon? Oui, parfait. Et puis les deux parties au procès, donc ici la victime présumée de la relation et de la rupture de la relation et l'auteur. Donc, pour la juridiction, on va commencer à dire dans quel tribunal on est. Un petit peu plus grand, ce serait bien. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Parfait. Voilà, donc ici, on peut dire dans quel tribunal on sera. Et puis, la cour d'appel, alors pour la rupture brutale, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a que Paris. Mais en général, sinon, on peut choisir évidemment sa cour d'appel. Éventuellement, on peut donner le pôle et la chambre si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, alors comme je vous l'ai dit, l'utilisation principale qu'ont nos
utilisateurs de questions éthiques, c'est vraiment pré-contentieux. Tout au début, c'est est-ce qu'on a intérêt à aller au contentieux ou si jamais on doit y aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi des gens qui vont l'utiliser quand ils ont déjà eu un jugement de première instance et par exemple sur l'opportunité de faire appel ou quelle stratégie adopter en appel. Donc si on a déjà un jugement de première instance, on va cliquer sur appel et on va décrire ce qui s'est passé en première instance. Donc, qui a eu gain de cause, quel est le montant de la condamnation, qui fait appel, etc. Voilà, mais là je ne vais pas le mettre, on va prendre le cas standard. Voilà, donc là on décrit simplement où on est. Ensuite on va décrire la relation. Donc le critère le plus important c'est la durée de la relation. Donc je vais prendre par exemple 12 ans. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y avait un préavis qui était prévu au contrat? Donc, on va dire par exemple qu'il y avait 4 mois de préavis. Et puis ensuite, un certain nombre d'éléments qui caractérisent cette relation. Donc, est-ce qu'elle était sous exclusivité? Est-ce qu'il y avait plusieurs contrats qui couraient en parallèle? Est-ce qu'il y avait des accords interprofessionnels, etc. etc. Voilà. Est-ce que la relation était dégradée? Voilà. Je vais cocher par exemple tacite reconduction. Donc, c'est un contrat qui a été renouvelé d'année en année de façon tacite. Voilà. Donc là, j'ai décrit plus ou moins la relation. Ensuite, on va passer à la victime. Donc, on va dire qu'est-ce qu'elle demande, quelle est sa demande. Donc, souvent, les victimes demandent un peu plus en mois que la durée de la relation en année. Donc, je vais dire par exemple 14 ans. Est-ce que la victime a donné son taux de marge brute? Si on le connaît, donc on le met, ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'elle peut accuser d'inexécution partielle, totale, ou est-ce qu'il y a eu un cas de force majeure, ou bien il n'y a rien de spécial à signaler à ce niveau-là? Quelle est la concentration du secteur? Donc là, vous voyez qu'on a des critères qui sont des fois extra-juridiques, mais qui pèsent sur la décision des magistrats. Là, c'est un critère économique. Donc, on va dire par exemple que c'est un secteur concentré, comme peut-être la téléphonie mobile. Est-ce que l'entreprise victime a fourni des informations comptables, donc son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a un expert comptable qui s'est joint, qui a certifié les comptes? Ou est-ce qu'elle a fait des investissements dédiés pour cette relation? Donc, par exemple, je vais dire qu'elle a fait des investissements dédiés. Voilà. Enfin, on va décrire l'auteur. Dans quel secteur d'activité il est. Donc, par exemple, c'est un commerçant. Comment est-ce qu'il a rompu la relation? Le cas standard, c'est de faire une notification écrite ou orale, mais on peut procéder via une baisse régulière des commandes, une augmentation tarifaire, etc. On a un certain nombre de manières de rompre qu'on a considérées. Donc, je prends une notification écrite ou orale. Est-ce que la conjoncture économique est bonne ou défavorable? Donc, en ce moment, c'est la crise, donc on va dire défavorable. Donc, ça aussi, c'est plutôt un critère économique. Et le préavis que l'entreprise a envie de donner a priori. Donc, on va dire peut-être qu'elle veut donner 4 mois. Alors, excusez-moi, là, j'ai voilà. Voilà, donc là, j'ai rempli tous mes critères. Donc, j'en ai un peu plus de 30 ici. Et je vais demander à la machine de simuler les 100 décisions qui reflète donc les décisions qui seraient prises à la Cour d'appel de Paris si vous lui présentiez ce dossier. Donc, encore une fois, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ce qu'on dit, c'est que si vous allez 100 fois à la Cour d'appel de Paris, voilà les 100 décisions que vous aurez. Donc, la machine commence par vous dire que dans 90% des cas, la victime aurait gain de cause puisque les magistrats trouveraient la rupture brutale. Et ensuite, on parle des quantums. Donc, voilà, il y a 6% de magistrats qui offriraient 4 mois. 40% qui condamneraient l'auteur à payer 6 mois de préavis, en plus des 4 mois qui ont été proposés, 37%, 7 mois, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez provisionner cette risque, vous regardez ce graphe-là et vous dites, moi je suis plutôt prudent, je vais provisionner mon risque à 90%, et donc je sais que la Cour peut me condamner au maximum à 8 mois, en plus des 4 mois que j'ai déjà donnés, donc de donner 12 mois en tout. Voilà, alors je vais juste dire un petit mot pour ne pas prendre trop de temps sur comment on peut se servir de ça pour faire de l'optimisation. Vous voyez qu'ici, j'ai quand même une grosse chance d'être condamné si je suis l'auteur. J'ai 90% de chance d'être condamné. Donc, je vais dire, en fait, peut-être que j'aurais intérêt à proposer un préavis plus élevé. Voilà, 4 mois, c'était ce qui était prévu au contrat. Admettons que j'aille un petit peu au-delà, comme dit la machine. Alors, elle me dit que j'ai encore 85% de chances d'être condamné. Vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux. Tout à l'heure, j'avais 91%. Et je peux aussi demander à la machine qu'est-ce qui joue dans la condamnation. Donc, si je vais ici, dans l'onglet qui s'appelle « Motivation des décisions », la machine va me dire qu'est-ce qui a pesé dans la décision de condamnation et des montants. Voilà, alors excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Voilà, on a un graphique comme ça qui nous liste ici les critères. On voit que la durée du préavis donné, donc ici 5 mois, ça a quand même pesé pour une entrée en voie de condamnation. Ensuite, le préavis demandé aussi, etc. Donc là, vous savez qu'est-ce qui joue. Et donc, vous voyez qu'effectivement, le préavis que vous avez donné, si vous êtes l'auteur, ça vous sert pas. Il faudrait donner un peu plus probablement pour minimiser son risque de condamnation. Voilà, ce graphique vous donne beaucoup d'autres informations, comme par exemple, juge par juge, c'est-à-dire décision par décision, qu'est-ce qui a pesé dans la décision. Voilà, donc fort de cette information que j'ai quand même 80% de chances d'être condamné,
surtout à cause de la durée de mon préavis donné, je vais essayer d'augmenter un petit peu le préavis que j'ai envie de donner. Donc, je vais passer peut-être à 6 mois et refaire une simulation. Donc, vous voyez ici, je fais des expériences et je vois quelle est la bonne stratégie à adopter. Et là, bingo, on voit que maintenant, j'ai plus que 10% de chances d'être condamné. Voilà. Donc, ça veut dire que, après, c'est votre décision, hein, bien sûr, mais que sur ce dossier, si vous proposez 6 mois, déjà, vous n'avez qu'une chance sur 10 d'être condamné. Et typiquement, vous serez condamné à payer 6 mois de plus. Donc, toujours 12 mois, comme tout à l'heure, mais sauf qu'au lieu d'arriver dans 80% des cas, vous payerez toujours 12 mois, mais simplement, vous avez une chance sur 10 de les payer au lieu d'avoir 8 chances sur 10 de les payer. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on appelle l'optimisation de la stratégie. Voilà, alors, bon, juste un petit mot sur la jurisprudence. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, comme on a analysé tous les arrêts, on va vous présenter, en fonction de l'année, les décisions, les dossiers qu'on a dans notre base, qui est exhaustif sur ce sujet, qui ressemble le plus au vôtre. Voilà, donc chacun est représenté par un disque. La taille du disque est proportionnelle au montant de la condamnation et via un partenariat que nous avons avec Dalloz, vous pouvez, en cliquant sur ce lien qui est ici, accéder à la décision et la lire si vous en avez envie. Voilà. Alors, je ne voudrais pas être beaucoup plus long. Je vais juste finir en disant que donc on a ça dans différents domaines. Hein. Par exemple, là, comme je l'ai dit, on vient de finir la contrefaçon de marque avec De Gaulle Florence Associés. C'est un module qui marche vraiment bien. On commence à avoir beaucoup de directions juridiques qui sont intéressées là-dessus. Et puis, j'ai mentionné un rapport. Hein. Donc, ici, vous avez un petit onglet rapport. Donc, vous pouvez imprimer et mettre en page tous ces éléments que je viens de vous montrer pour ensuite les emmener, par exemple, pour discuter avec votre avocat ou la partie adverse pour négocier, ou bien les emmener en comité de direction, etc. Voilà. Alors, donc, je crois que je vais passer peut-être maintenant la parole à Antoine, mais gardez vos questions si vous en avez, puisqu'on aura un petit temps à la fin pour échanger. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Antoine, c'est à toi. Alors, merci beaucoup, merci Jacques. Alors, que dire effectivement, ce n'est pas de la justice prédictive. Je crois qu'on vit, c'est plutôt une justice simulée. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est partir de l'époque que nous vivons, qui est une époque tout à fait exceptionnelle et qui a deux caractéristiques, qui, comme toutes les catastrophes, elle libère l'imagination, des choses qui étaient impensables il y a 3 mois, aujourd'hui sont tout à fait envisageables, voire s'imposent comme des évidences. Et on a énormément consommé de numérique, et donc il y a des inhibitions, des barrières qui ont sauté pendant cette période. Et ça veut dire que je crois que la prime aujourd'hui pour les entreprises, pour les avocats, pour les magistrats, c'est une période de remise à plat. Et ça veut dire qu'il faut se montrer imaginatif. Nous, ce que je fais pour le ministère de la Justice avec d'autres, on essaie d'imaginer comment se passera demain. Alors, un mot sur ce que vient de dire Jacques. Et puis ensuite, je vous dirai dans quelle perspective on travaille. Ce que je trouve très intéressant et la différence de Cashflow Analytics par rapport à d'autres produits, c'est que ces projections ne referment pas les enjeux en disant voilà, il y a la solution. Et au contraire, il augmente le niveau de conscience de tous les partenaires et des juges de ce qui s'est déjà produit dans la décision, dans le champ de la décision qu'ils ont à prendre. Et donc, il ne supprime pas le choix, il n'évacue pas le professionnalisme, mais il les responsabilise en quelque sorte et il les éclaire. Moi, je vais te donner un petit exemple sur mon secteur. J'ai été juge des enfants pendant longtemps et juge de la famille. Et en fait, le travail de Jacques de Cashflow a permis de montrer que les magistrats surindemnisaient les conjoints en cas d'adultère. Alors que la loi de 1975 a fait sauter l'adultère comme cause présomptive de divorce, les magistrats continuent de surindemniser l'adultère. Pourquoi ? Alors, c'est une question qui, sans un travail préalable, on ne se serait jamais posé.
Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est paresseux et que c'est des magistrats qui vont appliquer la loi avant 1975? Ça serait un peu étonnant quand même. Moi, je suis rentré dans la magistrature à ce moment-là, donc j'ai connu l'application des deux lois, mais maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de biais moral des juges qui continuent de considérer que l'adultère est une faute morale qui doit être sanctionnée en tant que telle? Bref, on se pose des questions et je crois que les juges aux affaires familiales qui ont connaissance de cette étude ne vont plus juger après comme ils jugeaient avant, en se disant mais bon, tiens, dans ce dossier-là, pourquoi telle prestation compensatoire? Est-ce que je ne suis pas moi-même victime de mes biais qui sont transmis culturellement, mais dont je ne suis pas conscient? Donc ça me semble quelque chose de très important. Deuxième observation concernant l'association avec le barreau de Paris sur la plateforme des tiers conciliateurs. Ce qui nous frappe, nous, dans l'analyse qu'on fait à l'inspection des services judiciaires, là où je travaille, ce qui nous frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est encore empreinte de panique morale et d'une incroyable revendication politique de trouver des coupables, à commencer par des coupables dans le gouvernement ou parmi les directeurs d'hôpitaux, directeurs d'EHPAD, etc. Et ce qui est un problème en soi d'ailleurs, et qu'en plus est un problème spécifiquement français, alors qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Alors, ça veut dire que vous présupposez, ce qui est en soi intéressant, que les gens qui vont venir sur une plateforme de tiers conciliateurs, vous présupposez le fait qu'ils cherchent une solution, qui est d'ailleurs c'est une représentation qui est très courante aujourd'hui, alors que nous, ce qu'on constate, c'est que les gens réclament des têtes. 66 plaintes devant la Cour de justice de la République, on s'attend à des milliers, parce que finalement, on est à une époque particulière, on considère qu'il n'y a plus de vent naturel, qu'il y a toujours quelqu'un de responsable. Alors, voilà, ça c'est une véritable difficulté de notre époque qui est devant nous et qu'il faudra essayer de résoudre de la manière la plus intelligente possible. Alors, moi je crois que il faut bien sûr distinguer les contentieux. Il y a des contentieux qui se prêtent très bien à la prédiction, d'autres qui c'est beaucoup plus difficile, je pense notamment au pénal, et puis c'est plus délicat. Alors, on réfléchit sur la possibilité de croiser plusieurs techniques. Et après, je vous dirai en quoi ça peut vous intéresser. C'est-à-dire qu'en matière civile, il y a plusieurs domaines dans lesquels la jurisprudence est très stable, très bien balisée et elle est très facilement modélisable juridiquement. C'est-à-dire que je pense une affaire qui est assez technique, c'est les vices cachés en matière de construction, la bonne foi. La jurisprudence de la Cour de cassation, elle est très claire. Alors, on pourrait très bien imaginer la combinaison de 4 outils informatiques tout à fait différents, qui serait d'abord de créer un dossier sous une trame commune, c'est-à-dire un dossier judiciaire qui serait d'emblée digital native, c'est-à-dire sous forme numérique dès sa création, et dans lequel les avocats et le juge interviendraient, mais dans cette trame unique, qui n'aurait plus d'existence papier, où sa matérialisation sous forme de papier serait à la charge de celui qui en a besoin pour la partie qu'on a besoin. Donc, on a une trame commune. Puisqu'on a une trame commune, on peut faire un raisonnement en chaînage avant, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la phase première de l'informatique avant l'intelligence artificielle, qui est simplement une suite logique. Si vous avez fait ça, si vous êtes dans tel cas de figure, alors la solution sera celle-ci. Ce qui a été tenté, mais ça a été abandonné curieusement par le ministère de la Justice, la Cour de cassation. Il y a beaucoup de dossiers qui se prêtent très très bien à ce travail, purement logique. Mais bien sûr, il y a une petite observation, mais qui peut vous intéresser.
l'expérience montre que quand cette trame est alimentée par des non-juristes, par des non-avocats, elle l'est plus fidèlement et de manière qui va être plus utile pour la suite du dossier. Quand un avocat intervient rapidement, dès le départ, il va compliquer les choses et la machine, ça va moins bien s'appliquer. On pourra venir ici dans les questions, ça ne me surprend pas du tout parce que bon. Alors, ensuite, on a donc ce raisonnement, mais ce raisonnement va buter. Ce raisonnement va buter sur des difficultés de procédure ou sur des difficultés de droit. Je prends par exemple la définition d'une filiale par rapport à la maison mère, en matière de représentation du personnel, etc. Dans ce cas-là, on peut faire intervenir un instrument, alors pour le coup, d'intelligence artificielle qui va dire, dans ce point de blocage de la procédure, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on peut vous dire, voilà ce que ça donne. Et puis, après la trame, après le raisonnement logique, enchaînage avant, la mobilisation de l'intelligence artificielle sur le fond, et avec la possibilité de mettre des jugements en ligne, un bassin de jugement, etc., de décision. Et puis à la fin, une conférence Zoom, comme celle que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire qui déspatialise, qui déterritorialise, qui détemporalise la solution. Ce qui est extrêmement intéressant en termes de gestion des ressources judiciaires. C'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez, imaginer ce que c'est, j'imagine que ça vous parle, que d'aller traverser la France pour un dossier, aller au tribunal de Béziers qui est territorialement compétent, etc., qui n'a pas un juge qui est forcément surformé en matière assez complexe de propriété industrielle, par exemple. Bon. Alors, une conférence Zoom qui consiste à réserver un créneau horaire, on demande 2 heures, et il suffit d'accorder les agendas par Doodle pour savoir où est-ce qu'on va trouver 2 heures où l'expert, les 2 parties et le juge pourront se retrouver sur Internet pour la partie strictement argumentative et orale du procès. Donc, vous voyez comment, là c'est tout à fait hypothétique, mais vous voyez comment, en combinant différentes techniques, on peut faire quelque chose de très performant et de très loyal. Parce que dans tout ça, je me réfère à mon première observation concernant Caslow Analytics, il n'y a rien de déterminé, si ce n'est qu'on pointe et on se concentre sur les points des abcès de fixation, la complexité du dossier, les questions qui sont posées. Alors, allons plus loin. Et là, je sors un peu de ma zone de confort, mais allons plus loin. Vous appartenez à des entreprises qui ont des contentieux très répétitifs, qui signent des contrats avec des co-contractants qui sont eux-mêmes aussi assez identiques. Donc, pourquoi ne pas imaginer dans l'avenir des constructions d'outils comme celui que je viens de décrire comme ça de manière un peu à l'emporte-pièce, d'outils qui seraient visés directement dans le contrat comme étant le mode de résolution du conflit et qui permettra une rapidité, une sécurité et une qualité de décision que l'artisanat actuel ne peut égaliser, avec une économie de frais de déplacement, de pollution, de tout ce que vous voulez. Pour des dossiers qui sont des dossiers strictement professionnels et commerciaux et qui ne sont pas un problème de garde d'enfants ou une question qui engage quelque chose de beaucoup plus profond pour la société comme la mort. Alors, vous voyez, ça me semble être le type de question qu'il faut se poser aujourd'hui, en raison malheureusement de la crise économique qui se profile, en raison de la tension sur tous les biens publics et la justice en est un, sur la reconfiguration des professions, etc. etc. Voilà. Il me semble que c'est un moment, si vous voulez, dans lequel il faut libérer son imagination. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup, Antoine. Eh bien, si vous voulez, on peut passer à la phase des questions. Il nous reste un peu plus de quart d'heure. On est à votre disposition, Antoine et moi, pour répondre. Les questions, pour les questions, il faut toujours que quelqu'un se lance. Donc, j'y vais. Je voudrais revenir sur un point qui m'a un peu marqué dans ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment sur la probabilité de devoir payer des mois complémentaires. Donc, si j'ai bien compris dans votre exemple, dans tous les cas, je devrais payer 12 mois, en gros. Si je paye initialement 4 mois, j'ai 80% de chance d'avoir les 8 mois en plus. En revanche, si d'initiative, j'en paye 6 mois, les 6 autres mois potentiels que je dois payer, je n'ai que 10% de chance de les payer. Je suppose qu'il doit y avoir un petit biais humain derrière cela parce que mathématiquement, je suppose qu'on devrait avoir les mêmes statistiques. Donc, ce qui veut dire que si on met cela de côté, cela veut dire qu'on peut construire une stratégie judiciaire ou même de négociation ou contractuelle afin de limiter, je dirais, mon risque de devoir payer ces 12 mois. C'est ça, oui, complètement. Et comment expliquer ce biais, cette différence? Alors, moi, je vais prendre un exemple qu'a fourni Questions Analytics, mais qui me parle beaucoup en tant que juge. Je parle sous ton contrôle, Jacques, mais sur l'attribution de dommages et intérêts. Vous avez remarqué que quand l'offre de dommages et intérêts est très faible, il y a une tendance à ce que la décision soit un petit peu plus sévère pour celui qui a fait une offre ridiculement faible. C'est ça, Jacques? Complètement, oui. Voilà. Alors, ça, je trouve, c'est un biais que je comprends en tant que juge, mais parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, attendez, il se fout du monde là. Pour qui il nous prend là? Sur un dommage aussi important, il fait une offre ridicule qu'il présente comme une immense libéralité. Bon, ben, on va lui apprendre un peu l'existence à ce monsieur. Donc c'est tout à fait, et c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qui dépend de la psychologie des juges. C'est pas quelque chose qui est relatif à leur idéologie. C'est quelque chose que je crois dans toutes les, et je pense au droit anglais par exemple, qui est très très sévère sur ce point-là, c'est-à-dire que les juges n'aiment pas qu'on se moque d'eux, quoi, et qu'on y aille. Voilà. Donc oui, il y a des biais, mais ce qui est intéressant, c'est que à travers cette arborescence d'éléments déterminants de la décision, on peut comprendre quelque chose qui, encore une fois, me semble au-delà de la psychologie des juges, qui est plutôt de l'ordre des pratiques professionnelles. Oui. Oui, merci Antoine. Je vais peut-être compléter de façon quantitative, mais sur l'idée, évidemment, je ne peux pas le dire mieux que toi. Donc là, je vais vous partager. Voilà. Donc, en fait, des biais, il y en a plein. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. Ça, c'est des petits points qui montrent, je vais juste montrer deux petits graphiques vite fait, qui montrent les montants, les durées des préavis qui sont donnés toujours en rupture brutale par les magistrats sur à peu près une centaine de dossiers. Voilà, donc par exemple ce point-là, qui est ici, là, ça veut dire que le magistrat donne un peu plus que 5 mois. Ce point-là, il a donné entre 25 et 30 mois. Voilà juste une illustration de deux biais. Vous voyez ici, j'ai une ligne où j'en ai beaucoup, c'est 12 mois. Les magistrats, ils adorent donner 12 mois. Jamais un magistrat n'a donné 13 mois. Ils ne donnent pas 13 mois. Vous voyez ici, j'ai aussi beaucoup de 6 mois. Les magistrats, ils adorent donner 6 mois. Ils adorent donner 3 mois. Donc, il y a juste un biais qui est que les magistrats, c'est juste une observation expérimentale. Les magistrats aiment bien donner des multiples de 3 mois. C'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois et de 12 mois. Il n'y a pas de 13 mois et assez peu de 7 mois. Donc, ce que vous avez remarqué tout à l'heure, c'est qu'avec 6 mois, effectivement, on réduit parce que pour eux, c'est une valeur un peu magique qui dit que 6 mois, oui, c'est assez raisonnable. 5 mois, ça tombe sur rien. Et du coup, ils ont tendance à condamner. Une autre illustration qui est vraiment…
Voilà, c'est ça. C'est ce que vient de dire Antoine. Là, c'est encore beaucoup plus clair. Parmi nos clients principaux, il y a les assureurs, et en particulier les assureurs qui doivent indemniser les préjudices corporels. Eux, ils sont très conscients de ça. En fait, c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de cet effet. C'est ce que vient de dire Antoine. En fait, quand une personne est victime d'un accident, d'un préjudice corporel et qu'elle va demander une indemnisation, l'assureur va faire une proposition. Et eux, ils savent très bien que s'ils proposent trop peu, typiquement, ils vont être plus condamnés, ils vont devoir payer plus que s'ils avaient fait une proposition raisonnable. Ici, sur ce graphique, vous voyez qu'il faut regarder la courbe noire. C'est une victime qui a demandé 17 500 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, c'est le montant qui est là. Et ça, c'est ce que, en noir, c'est ce que l'assureur va être condamné à payer en fonction de sa proposition. S'il propose 0, typiquement, il va être condamné à peu près à payer 15 000 €. C'est ce qu'on voit là. Par contre, s'il avait été assez malin pour proposer autour de 7 500 €, il n'aurait payé que 12 000 €. Donc ça, les assureurs le savent et on l'a vérifié auprès de magistrats. On a eu la chance d'avoir un financement de la mission Droit et Justice, du GIP Droit et Justice, pour explorer l'impact de notre genre d'outils sur leur pratique. Et donc, on a interrogé à peu près 180 magistrats, on avait à peu près un peu plus de 100 réponses, et on leur a posé la question par rapport à ça. Et effectivement, il y a un tiers des magistrats qui disent exactement ce que vient de dire Antoine, c'est que si la proposition est trop faible, ou si une des deux parties a des prétentions totalement absurdes, on leur fait payer. Donc voilà, l'assureur qui ne propose pas suffisamment, on lui tape sur les doigts. Il y a un deuxième tiers de magistrats qui nous disent, ce n'est pas exactement ça, mais moi, au moment où je prends ma décision, j'ai quand même 2 points de référence qui sont la demande et la proposition. Je vais forcément me décider en fonction de ces 2 points, puisque déjà, il faut que je propose un montant qui est entre les deux. Mais voilà. Alors, si un des 2 points n'a pas de sens, parce que je vois bien que l'assureur a fait une proposition complètement idiote, forcément, je vais avoir naturellement tendance à me rapprocher de l'autre. Voilà. Et puis, on a un tiers des magistrats qui disent non, ce n'est pas vrai, moi, je n'ai pas ça. Donc, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même dans 2 tiers des cas. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui. D'abord, première observation, c'est vraiment tout à fait passionnant. Hein, c'est très, très intéressant. Deuxième point, sur la collecte des données factuelles. J'aurais aimé savoir comment les données factuelles qui se retrouvent dans les arrêts, dans les décisions, sont collectées. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça se fait manuellement par l'intelligence humaine? Et qu'est-ce que vous faites dans le cas d'arrêt de cassation, par exemple, où la plupart des faits sont éludés de la décision de cassation? Est-ce que vous revenez sur la décision d'appel qui a précédé, de façon à avoir ces données factuelles malgré tout, ou est-ce que vous les abandonnez? Alors, donc sur la première question, donc nous on a un processus qui est très rigoureux sur la collecte des données, contrairement à d'autres legal tech par exemple. Nous on ne se fonde pas sur la quantité mais sur la qualité. Alors nous, par exemple, parfois on me demande mais combien vous avez de décisions? Alors il y a des gens qui disent moi j'ai 2 millions de décisions ou 7 millions. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que là, on a fait par exemple de la rupture brutale, on pourrait faire de la contrefaçon de marque, ce que vous voulez, du manquement d'initié. Quand vous faites par exemple de la contrefaçon de marque, ça vous est égal de savoir qu'il y a 2 millions de décisions en droit de la famille, droit boursier ou ce que vous voulez. Ce qui vous intéresse, c'est simplement les décisions sur ce domaine. Voilà, donc nous, on a plutôt l'exhaustivité sur chaque domaine qu'on a étudié. Comme je vous l'ai dit, par exemple, rupture brutale, on les a quasiment toutes. Voilà. Mais en fait, on n'en a pas beaucoup puisqu'on a 15 domaines et il y a typiquement entre 500 et 50 000 décisions dans tous les domaines qu'on a. Voilà. Donc, ce qui nous permet, à contrario, puisqu'on n'a pas des millions de décisions, de les analyser de façon très fine. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un processus en 4 étapes où d'abord la machine, par intelligence artificielle, va extraire certains critères. Mais si vous avez testé d'autres solutions, vous voyez que ça ne marche pas très bien. On n'est pas du tout au point encore. Voilà. Donc, nous, ensuite, on a des humains qui vont lire les décisions et qui vont extraire les critères. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment des humains, c'est des étudiants en droit, mais on les considère comme des humains. Voilà, ça c'est juste la petite pique du mathématicien au juriste. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, mais non, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues juristes dans Question Analytics. Voilà, ensuite, on a une troisième étape avec la machine qui va vérifier le travail des étudiants. Et ensuite, il y a un juriste senior chez nous qui vient relire encore les points que la machine a détectés comme douteux. Donc, ça veut dire qu'on a des bases de données où j'évalue l'erreur, le taux d'erreur à peu près 3%. Voilà, en tout cas, on pense qu'on a les bases de données les mieux qualifiées. Voilà, ça c'était pour votre première question. Excusez-moi, j'ai oublié la deuxième question.
Bon, donc ça, c'est pour la façon dont les données sont analysées. Ensuite, les différents, comment vous faites en cassation, par Oui, exemple? alors, donc vous avez, enfin, Antoine va sûrement répondre mieux que moi, mais la cassation ne s'intéresse pas au fond, mais, Au fait, voilà. Et pas du au fait. voilà. Donc pour nous, on ne se sert pas des arrêts de cassation, sauf avant d'analyser une décision d'appel, on vérifie si on peut qu'elle n'a pas été cassée. Si elle a été cassée, on n'en tient pas compte, on ne l'inclut pas dans notre base de données parce que du coup, elle n'est pas. Voilà, elle a été cassée, mais on ne va pas regarder ce qu'a dit la Cour de cassation puisque ce n'est pas sur les faits. Voilà, donc on analyse uniquement des arrêts d'appel ou de la première instance qu'on en a et on exclut ce qui a été cassé. Voilà, je ne sais pas si Antoine, tu veux peut-être… Oui, alors, pour la cassation, je pense qu'il y a un travail identique qui peut être fait, mais qui doit être spécifique pour la Cour de cassation. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit pas mal dans la Legal Tech. On voit notamment sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur la Cour suprême des États-Unis, sur la Cour de cassation, on pourrait tout à fait le faire pour des jugements qui sont beaucoup plus subtils, qui sont des jugements en proportionnalité, par exemple. Quels sont les critères qui sont pris en matière de cette nouvelle tendance des juridictions suprêmes. Donc, oui, c'est possible, mais ça demande, à mon avis, je parle sous ton contrôle, Jacques, ça demande un outil particulier pour ce type de juridiction. On commence à y réfléchir d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes inspiré dans le choix des critères ou dans la formulation plus exactement des critères des travaux qui existaient, qui avaient été mis en place par le professeur Catala lorsqu'il a mis en place Jurisdata avec un système extrêmement normé d'analyse des décisions juridiques? Alors, on s'en est inspiré, mais pas directement. Disons que ça a été vraiment une source d'inspiration. On a lu ça très en détail, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est que ça n'arrive pas, c'est en aucune façon révolutionnaire. Hein. Les juristes sont intéressés à ce genre d'outils depuis peut-être Lavoisier, donc voilà, ça fait bien longtemps. Et donc, on s'inscrit dans ce courant. Et en particulier, ce travail a été une inspiration quand on a commencé à travailler avec Jérôme Dupré. Donc, on a lu, on s'est nourri un peu de ça, et après, on a tracé notre propre chemin. Merci pour moi. Bonjour, merci Jacques, merci Antoine, c'est vraiment passionnant. Hein. Je rejoins Gilles de ce point de vue. Je voudrais savoir sous quelle forme vous proposez vos services aux entreprises, parce qu'il faudrait que ce service soit accessible non seulement aux très très grosses entreprises qui ont beaucoup de contentieux, mais également peut-être aux entreprises qui en ont un peu moins. Donc, qu'est-ce que vous envisagez, enfin, quels sont les modèles économiques que vous proposez aux entreprises pour bénéficier de cette application? Enfin, cette application, je trouve ça un peu péjoratif parce que ça va bien au-delà d'une application. C'est vraiment un très très bel outil à la disposition des juristes. Voilà, je voulais en savoir un peu plus sur les modalités, on va dire, commerciales. Oui, alors en fait c'est une application, hein, donc nous on reste très très modeste parce qu'on voit tout le travail qui reste à faire. C'est encore vraiment rudimentaire ce qu'on fait, mais je pense que c'est effectivement un premier pas avec une nouvelle manière de travailler. Le business model qu'on a, c'est essentiellement des abonnements voilà, cette entreprise a été créée quand même par un magistrat et moi j'étais au service de l'État pendant 30 ans, donc on a quand même vraiment on a créé ça pour essayer quand même d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Et donc, c'est très important pour nous de rester neutre et éthique et donc d'offrir nos outils à tous. Et donc, par exemple, là, tout à l'heure, j'ai parlé d'indemnisation du préjudice corporel. Donc, on a d'un côté comme clients des assureurs qui ont des moyens énormes et donc ils peuvent payer des grosses sommes pour ce genre de système sans problème. Et puis, en face, des avocats qui sont parfois des petits avocats, enfin, c'est pas péjoratif, hein, en tout cas des avocats qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on ajuste toujours nos grilles tarifaires pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, évidemment, une grande direction juridique ne va pas payer le même prix qu'une petite entreprise pour avoir accès à nos services. Donc, on a une grille qui s'adapte vraiment à chaque typologie de client. Et aussi, par exemple, si on a des clients, alors surtout pour les directions juridiques, si c'est une petite entreprise, elle ne va pas avoir des dizaines ou des centaines de contentieux chaque année, on espère. Et donc, dans ce cas-là, au lieu d'avoir un abonnement, on peut aussi utiliser Questionetics sous la forme d'achat d'un carnet de requêtes. Donc, on va dire, voilà, nos premiers clients direction juridique, voilà, ils disaient, moi, je fais une dizaine de licenciements par an.
Et donc, je suis intéressé par acheter 10 requêtes dans votre module licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est le premier module qu'on avait développé. Et donc, voilà. Donc, on peut acheter un carnet de requêtes. Et là, du coup, c'est un prix qui est assez modeste. Merci. Voilà, donc voilà. Ça dépend aussi, évidemment, le prix du nombre de modules auxquels les gens s'abonnent, du nombre d'utilisateurs. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, on privilégie vraiment les co-développements. Hein. Donc, à l'heure actuelle, avec les directions juridiques, donc on a Ubisoft, les chantiers de l'Atlantique, et toujours en cours avec SNCF Réseau. Mais on est vraiment très friand de co-développer avec des entreprises. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour François Bénon. Merci Jacques de cette présentation et justement pour rebondir sur le côté à la fois éthique et utilitaire de la solution. Si j'ai bien compris, et je reprends l'exemple de la rupture brutale de relations commerciales établies, comme juriste, ça me sert évidemment dans le cadre d'une stratégie précontentieuse à savoir comment m'exposer le moins, mais si je comprends bien, ça peut aussi me servir tout simplement à regarder dans quelles conditions je peux mettre un terme à ma relation commerciale sans m'exposer du tout. Donc, de ce point de vue-là, ça ne serait donc pas seulement un outil de gestion ou de ma stratégie contentieuse, mais un outil de prévention du contentieux. Oui, certainement. D'accord. Oui, on a des exemples comme ça. Alors, donc là, c'est plutôt du côté, je n'aurai pas vraiment d'exemples en tête du côté des directions juridiques, mais mettons des avocats. On a quand même beaucoup de nos clients qui vont utiliser Question Ethics pour éviter le contentieux et donc passer par des accords de médiation, par exemple, ou de droit collaboratif ou ce qu'on veut. Donc, alors, tout récemment, on a eu le cas d'une avocate qui est venue vers nous en disant « j'ai besoin d'un abonnement parce que je sais que ma consoeur de la partie adverse utilise Cashflow, donc moi je voudrais aussi avoir les mêmes éléments qu'elle pour qu'on s'assoie à une table si je faisais du droit collaboratif et qu'on ait des arguments. » Et c'était marrant parce que un des intérêts, en fait, je pense que évidemment, la plus grande intelligence qu'on met dans Question Éthique, c'est la première étape, c'est la phase d'intelligence juridique, parce que forcer à décrire les critères, même si on sait, il y a une question sur le chat là, sur les critères, les critères peuvent jamais être exhaustifs. On peut avoir un critère très très important qui va faire basculer un dossier, mais qui arrive rarement, et du coup, la machine, pour apprendre, elle a besoin quand même d'avoir vu chaque critère un certain nombre de fois. Voilà. Donc, mais le simple fait de faire la liste des critères, ça permet quand même de préciser les choses et puis de voir aussi où il y a des… Voilà, donc là, par exemple, ça n'a rien à voir avec les domaines qui vous intéressent, c'était du droit de la famille, c'est une prestation compensatoire, mais les deux parties n'avaient pas rempli le formulaire de la même manière parce qu'ils n'avaient pas évalué les revenus et les patrimoines. De la même manière, il y avait peut-être quelqu'un qui avait un peu caché ou essayé de diminuer son patrimoine. Donc, ils sont arrivés avec les résultats de Question Éthique, ce qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, ils ont compris qu'ils n'avaient pas rempli le formulaire pareil et ils ont commencé directement à discuter sur les points importants. Voilà, ça peut te parler, Antoine, je ne sais pas si tu… Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est très important, c'est que, à mon avis, on va vers un système dans lequel on plaidera sur des points particuliers et on va, à mon avis, s'éloigner d'une plaidoirie et d'une assignation très générale. Avec ce système-là, ça va accélérer pour se concentrer sur des points et arriver à un jugement, comme dans les jugements de common law, où dans le fond, l'avocat dira, voilà, les instruments, Cashflow Analytics et autres, désignent telle solution ou tel éventail de solutions, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi mon dossier est différent. Et donc, je vais insister, ça va concentrer toute l'argumentation sur les raisons pour lesquelles, quand quelqu'un est ambulancier, lui supprimer le permis, ça n'a pas la même répercussion que s'il est retraité, etc., etc. Et donc, une sorte de ciblage de l'argumentation beaucoup plus fort. Juste, comme je ne suis pas très, très à l'aise avec ça, vu que c'est une présentation quand même un peu, on va dire, pour vous expliquer, il y a quand même une question sur le prix. Donc, moi, je n'ai pas donné de prix, mais si vous voulez des prix, je peux vous donner, bien sûr. Je ne veux pas avoir l'air de botter en touche, mais on n'avait pas abordé ça vraiment dans un esprit commercial, mais évidemment, nos prix sont transparents. Donc, si vous voulez, je peux vous les donner, bien sûr. Non, mais c'est important de savoir aussi que vous fonctionnez par requête. Parce que c'est vrai que pour une entreprise, fonctionner avec un abonnement
annuel, c'est peut-être un peu difficile en fonction du volume d'activité. Donc, je trouve que le module d'acquisition par nombre de requêtes, c'est très pragmatique. Donc, j'ai pas besoin d'en savoir plus après. C'est juste pour savoir s'il y a une flexibilité, une souplesse sur l'accessibilité à l'outil. Complètement, merci beaucoup. Mais de mémoire, il y avait la possibilité pour les membres du cercle d'utiliser, tester l'outil pendant un certain délai. Donc, je pense qu'à la rigueur, je vous laisse en reparler peut-être. Oui, complètement. Il y a une offre pour les membres du cercle qui est un test gratuit pendant 2 semaines sur le module de votre choix. Donc, il suffit de nous le demander. Ça se passe comme ça. On va vous guider dans votre première requête, comme celle que j'ai faite. Donc, vous prenez rendez-vous avec un juriste chez nous. Chez Question Ethics, il y a surtout des juristes. Et donc, on vous guidera sur le module que vous avez choisi. Et puis ensuite, vous pourrez l'utiliser librement pendant 2 semaines. Voilà. Ce qui offre la possibilité de voir en conditions, je dirais, réelles et nominales, comment fonctionne l'outil. Voilà, complètement. Oui. Quels sont les actionnaires de l'outil? Les actionnaires de Question Analytics. Alors, à la création, comme c'est une startup qui est issue d'INRIA, donc l'institut de recherche dans lequel j'ai fait ma carrière, il y avait au capital de Question Analytics cet institut, INRIA, enfin son fonds d'investissement plus précisément, et moi-même. Et ensuite, en juillet dernier, on a fait une levée de fonds dans laquelle j'ai souhaité qu'il y ait des petits fonds d'investissement. Donc, il y a des petits fonds ou des fonds régionaux, on va dire plutôt que des petits fonds. Donc, il y a Pays de la Loire Développement. On est une boîte nantaise, en fait. Donc, il y a Pays de la Loire Développement, Pays de la Loire Participation, le fonds d'investissement de la Caisse d'épargne à Nantes, un club d'investisseurs nantais qui s'appelle Bongbou. Et puis, je souhaitais aussi qu'il y ait des facteurs corporate pour donner un peu de poids. Donc, on a eu la chance de convaincre la Chambre nationale des commissaires de justice, donc ancien huissier de justice, qui a un véhicule d'investissement qui s'appelle Silex, qui investit dans quelques startups. Et puis, on a la société d'assurance Alliance. Voilà. Je trouve que c'est très rassurant pour les utilisateurs qu'il y ait surtout des institutionnels plus que des entreprises en particulier ou des cabinets en particulier. C'est beaucoup plus rassurant. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Oui. C'est pour ça qu'on a procédé comme ça. Je vois que l'heure tourne. On s'était engagé sur 1 heure. On a été un peu plus long. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer? Excusez-moi, Anne-Sophie me signale qu'en fait, l'essai gratuit, c'est 2 mois, c'est pas 15 jours. Je m'excuse, mais voilà. Dans ce sens, personne ne nous en tiendra rigueur. Voilà. En tout cas, on reste à votre disposition si vous voulez. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, moi, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à Keslo d'être venu. Merci à Antoine Garapon pour sa présentation toujours éclairante. Et je ne sais pas, Mélisse, quand la vidéo sera disponible sur le site du Cercle, mais dès qu'elle le sera, on vous informera tous qu'elle est disponible. Voilà, je vous invite à suivre la newsletter. L'information passera par la newsletter. Et normalement, c'est d'ici 8 à 15 jours. Merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.